Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. On parle de la Martinique, on parle de la société. Donc aujourd'hui, on va parler de la famille, on va parler de l'indivision, on va parler d'immobilier, on va parler de l'école, on va parler de la rentrée, de parents d'élèves. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Voilà, je suis contente, je danse pendant mon générique et mes invités aussi, ça détend un peu l'atmosphère. Donc aujourd'hui, je reçois deux femmes, ça ne vous étonne pas, comme d'habitude, dans Forme, on reçoit deux femmes. Donc à ma droite, Danielle Marceline, que vous connaissez sur Zitata. À ma gauche, Sonia Eugénie. Comment ça va, Sonia? Très bien. Que vous connaissez bien. Aussi peut-être. Jamais sur Zitata, tu es encore jamais venue sur le plateau? Non, ma fille. Ta fille, voilà. Ah oui. Ta fille, Céline. On a reçu Céline Montfort, mais par c'était quoi, mon Dieu, par visio. Visio. Et voilà, Céline, à l'époque, était aux Canaries. Elle est aux Canaries. Oui, alors deux mots sur Céline, parce que c'est une fille extraordinaire. Donc Céline a voyagé, elle est instructrice de plongée. Elle a fait un film d'ailleurs pendant le confinement, parce qu'elle est restée bloquée en Indonésie. En Indonésie, elle a fait un film magnifique. Et là, elle est où, là, cette fois-ci? Elle est actuellement au Costa Rica. Voilà. Wow, voilà, une fille extraordinaire. Donc, Sonia, donc Eugénie, et Danielle Marceline. Donc, merci d'être avec nous, mesdames, sur le plateau. Merci. Et je vais vous laisser vous présenter. Alors, on sait donc que tu es la maman de Céline, mais pas que. Pas que, non, ben c'est Sonia Eugénie. Hein, je suis membre du conseil d'administration de l'UPEM depuis une éternité, puisque à l'époque, Céline devait être en 6e, je pense, quand je suis entrée à l'UPEM. Et je suis encore membre du conseil d'administration de l'UPEM. Donc c'est l'union des parents d'élèves. L'union des parents d'élèves de la Martinique, qui évolue un peu, puisque maintenant c'est UPEM avec 2 E, Union des parents d'élèves et des étudiants de la Martinique. D'accord. Puisqu'on a un volet aussi pour nous occuper un petit peu des problèmes des étudiants. Et puis je suis aussi enseignant référent, c'est-à-dire que je m'occupe du parcours de scolarisation d'enfants porteurs de handicap et qui sont scolarisés. Voilà, il s'agit d'accompagner les enseignants, les familles, les parents à ce que ces enfants bénéficient d'une scolarisation, qu'elle soit en milieu spécialisé ou en milieu ordinaire, mais que toutes les conditions soient réunies pour que ce parcours de scolarisation se déroule au mieux. Mais voilà. Donc ça veut dire que tu es éducatrice toi-même, tu es enseignante? Alors, je suis éducatrice spécialisée à la base, mais après, voilà, mon parcours professionnel m'a amené à intégrer l'éducation nationale en passant des examens qu'il faut. Et donc d'avoir été enseignante spécialisée, et aujourd'hui, enseignant référent, c'est-à-dire que je n'ai pas d'élèves proprement dit, je n'ai pas de classe, voilà. Mais j'ai environ 150 élèves que je suis sur une zone géographique. Voilà. Et quand on parle d'éducation spécialisée, on parle quoi, d'enfants qui ont des difficultés, qui sont les 10, les fameux 10 par exemple? Par exemple, c'est une forme de handicap, mais c'est aussi tout enfant qui, par une difficulté, soit une maladie invalidante, soit un handicap intellectuel, que ce soit moteur, un handicap visible ou non visible, comme on dit, qui a besoin d'aide et qui a des besoins spécifiques pour pouvoir évoluer. D'accord. Voilà. Donc on va revenir sur cela, on va revenir aussi plus spécialement sur ce que vous faites à l'UPEM, notamment en cette période de rentrée scolaire. Oui. Tu nous as dit d'ailleurs que vous interveniez aussi auprès des étudiants, donc on va parler des enjeux et puis du contexte dans lequel nos enfants, nos jeunes évoluent. C'est vrai qu'il en a été beaucoup question, mais là peut-être dans le détail, quoi. Oui. À ma droite, Madame Danielle Marceline, qui est une habituée des plateaux de télé, n'est-ce pas? Pas des plateaux, des plateaux. Non, mais aussi parce que je te laisse te présenter, s'il te plaît. Donc, je suis avocat honoraire, c'est-à-dire que je n'exerce plus la profession d'avocat. On dit pas avocat à la retraite? J'aime pas tellement le mot à la retraite. On dit honoraire. Oui, parce que je suis avocat honoraire, j'ai exercé pendant 47 ans, et donc avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit, mais vraiment c'est une profession pour laquelle j'ai eu beaucoup de passion et pour laquelle j'ai encore beaucoup d'amour.
Et donc maintenant que je n'ai plus d'activité professionnelle, je peux me consacrer davantage à ma vie associative, que j'ai toujours eue, mais là je suis, disons, plus engagée, que ce soit avec la Légion d'honneur, Tous Créoles, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, l'Agence des 50 pas géométriques, et plus récemment, puisque je viens d'accepter une nouvelle responsabilité dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc tu es présidente du STIM, sortie de l'indivision et titrement Martinique. Voilà, c'est GIP. Oui, Voilà, GIP, un groupement d'intérêt public. Voilà, et donc ça, et puis j'ai aussi le temps pour lire et pour écrire. Alors tu adores lire, et ça tu le fais depuis longtemps. Hein. Toute petite. Quand j'étais petite, j'étais malade. J'étais souvent malade. C'est vrai ? Oui, j'étais asthmatique, donc je manquais à l'école tout le temps. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Et donc, c'était les livres. Et bon, les livres, c'est un bonheur. Je ne peux pas Mais concevoir... toi, tu lis de tout, toi. Ah oui, tout à fait. Toi, je te vois, je la croisais. Si tu vas on fait de la pub à Cultura, par exemple, ou bien à l'époque, Librairie Alexandre, etc. Tu la vois le samedi matin, elle est là, machin. Et tu lis de tout. Ah oui, des absolument. romans, des essais. Tout. Des bandes dessinées aussi. Un petit peu, mais pas trop. Mais en même temps, qu'il y a des bandes dessinées sur l'histoire locale, je les achète parce que ça me paraît intéressant de voir ce qui se produit, parce que c'est important de capter toutes sortes de publics. Et donc, Le dernier livre, le livre que tu es en train de lire, là, ces jours-ci. Alors, c'est un livre qui est sorti sur le problème de l'eau en Guadeloupe. Je suis en train de... qui était... Alors moi j'aime bien Daniel parce qu'elle te dit qu'elle lit et elle lit, tu sais, parce que des fois tu poses la question à des gens, oui je lis, ben, c'est quoi le livre que tu as entendu ? Oui, mais en fait, oui, le livre, enfin ils font référence à un livre ancien. Toi non, tu es en train de lire un bouquin. Alors souvent je lis, il arrive que je lise 2 livres en même temps. Oui. Mais enfin en l'occurrence non, là je suis, parce que je suis rentrée dans ce livre et c'est tellement... époustouflant, donc je pense que je vais d'ailleurs faire une chronique à contre-temps, parce que c'est un tel scandale qui touche tout le monde. En Guadeloupe. En Guadeloupe, mais il paraît qu'on n'est pas loin. En Martinique aussi. Il paraît qu'on n'est pas loin. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené, Sonia, à ce métier-là d'éducatrice spécialisée ? Alors, je suis un peu comme Daniel, hein, j'aime beaucoup lire et puis écrire un petit peu aussi. Et donc, quand j'étais... quand on arrive en terminale première, il y a toujours une fiche à remplir parce qu'on vous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et je n'avais aucune idée. En fait, je voulais être infirmière, mais ma mère, qui était déjà dans le milieu médical, me disait surtout, moi, pas aller faire infirmière, mais aller faire infirmière à l'hôpital, trop raide pour travailler. Donc, du coup, j'ai abandonné l'idée. Et puis, j'ai eu l'occasion une fois d'aller en vacances dans ma famille. Et puis, je suis tombée sur une petite fille, une petite cousine, qui était sourde et muette. Et puis, mais vraiment, à la campagne et tout ça, et élevée comme un enfant sauvage. Vraiment comme un enfant sauvage qui criait. Voilà, on lui versait de la nourriture, mais il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait pas de soins. Et ça m'a touchée, j'étais encore très jeune, ça m'a touchée, et je me suis dit, j'aimerais bien un jour m'occuper de ce genre d'enfants. Et puis, le jour où il fallait remplir la fiche, j'avais une copine à côté de moi j'ai vu qu'elle avait écrit éducatrice spécialisée. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, mais ce nom me parle, je trouve ça beau. Éducatrice spécialisée, ça me paraissait beau. Donc, j'ai écrit sur ma fiche éducatrice spécialisée. Et après, je me suis renseignée pour savoir ce que c'était. Tu t'es laissé guider par ton instinct, ton intuition, exactement, le destin. Voilà, et le destin. Et donc, ça correspondait à ce que je voulais faire. Et puis, voilà. Super. Ça a été... Et tu dis que tu aimes beaucoup lire aussi et que tu écris. Oui, beaucoup. Tu as écrit des ouvrages je n'écris, mon Dieu, écriant. Je ne suis pas du tout dans une telle création. Hein. Alors, quand on est jeune, on écrit. J'ai dû écrire une petite nouvelle quand j'avais 15-16 ans. Là, non, j'écris plus un petit peu de slam, de choses comme ça. Voilà. Je ne suis pas du tout slameuse. Wow. Mais, et tu fais de la scène? Non, pas du tout, mais pas du tout. J'écris pour les anniversaires, dans la famille, pour les amis. Non, pas du tout. Oui, mais regarde ça. Pour les anniversaires. Pour les anniversaires, dans la famille, de manière très intimiste, pour l'instant. Moi, c'est ce que j'aime dans ce plateau-là. Très intimiste. C'est ça aussi, tu vois, on se présente, tu vois, tout à l'heure. Hors plateau, on a parlé des fonctions des gens, mais les gens ne sont pas leurs fonctions. Voilà. C'est pas leur fonction. Et j'imagine que ça te fait du bien. Oui, beaucoup, parce que c'est les gens aussi qui me disent, c'est bien ce que tu as écrit et tout. En fait, l'anniversaire d'une copine, etc. À partir de son prénom, dès que je connais un petit peu
la vie de la personne. Et voilà. Mais je trouve ça j'aime beaucoup. Et puis tu es aussi une grande observatrice de notre vie politique et sociale. Oui. Voilà. Oui, Vous en avez de belles discussions. Ouais. Je sais. Pourquoi tu as voulu être avocate, Daniel? Alors moi je dirais c'est par élimination, c'est-à-dire quand je cherchais un critère, d'abord je voulais faire des études à la Martinique, ensuite je voulais être indépendante, je voulais pas être salariée, je voulais pas être dans l'administration, ben, il restait plus qu'avocat, donc voilà, c'est pour ça. Et puis bon, je veux dire il n'y a pas de hasard, hein. Donc effectivement c'est un métier où je ne peux pas du tout dire que je suis rentrée par vocation. Et puis il a fallu ramer au début parce que j'ai prêté serment en 1973. Mais j'ai lu que ça avait été difficile pour toi. Oui, parce que comme je te dis, j'étais gauchiste. Donc le Conseil de l'Ordre a estimé que je n'ai pas été admise par le Conseil de l'Ordre. J'ai dû faire appel. J'ai été admise par la Cour d'appel. Oui. Et je n'ai trouvé aucun avocat pour me prendre comme stagiaire. Donc, et comment tu as fait? À l'époque, on pouvait faire son stage chez le procureur de la République, qui connaissait parfaitement mes opinions, mais qui m'a acceptée comme stagiaire. Et un an après, j'ai trouvé maître Eugène Saint-Cyr, qui a été un grand formateur, un grand maître. J'ai appris beaucoup de choses à son cabinet. Et ensuite, j'ai repris le cabinet de maître Léon Laurent Valère, qui partait comme magistrat. Donc, et là aussi, ça a été... Donc, bon, j'ai appris, mais c'était très formateur tout ça. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait mon chemin. Alors, mon petit doigt m'a raconté que tu as été probablement une de tes premières plaidoiries. C'était dans le cadre d'une affaire qui intéressait Ajupa Bouillon, donc un certain Édouard Jean Elie d'ailleurs, qui contestait des processus électoraux ou quelque chose comme ça, c'est vrai, c'est ça? Alors déjà, Édouard Jean Elie et moi, nous étions dans le même parti. J'étais au Parti communiste? J'étais à la Jeunesse communiste révolutionnaire et après on a eu le GRS. Et donc, au moment, je suis allée faire des conférences électorales avec Gilbert Pagot, Philippe Pierre-Charles, Édouard de Lépine, à Ajupa Bouillon. Et l'élection est gagnée par Édouard à une voix de majorité. Et les élections donc, sont proclamées. Moi, je prête serment le vendredi. Et Édouard avait choisi Camille Darcière pour être son avocat. Mais Camille Darcière était l'avocat depuis longtemps. Hein. Et donc, comme je venais de prêter serment, Camille et Édouard m'ont dit « Mais tu plaides aussi ». Donc, j'ai plaidé le lendemain de ma prestation de serment. J'ai plaidé pour Édouard Jean Elie, en rappelant que la République française avait été élue à une fois de majorité. Génial. Bon, en tout cas, voilà, on a des histoires vraiment super. On fait le premier stop de l'émission Focus. On va parler de toute autre chose. Quoi? L'histoire. Comme quoi, voilà, dans les jingles, on raconte encore des histoires. Alors, dans Focus, je veux vous parler de The Greatest. The Greatest, donc comme on est dans une émission femme, on va parler de The Greatest Woman. Donc c'est Serena Williams qui fait ses adieux, enfin on ne sait pas d'ailleurs si elle fait ses adieux. En tout cas, elle a fait la couverture du magazine Time. Elle était en couverture. Alors, elle a commencé, donc Serena a 41 ans. Elle a commencé très jeune avec son père, Vénus et les sœurs Williams. Et elle est maman d'une petite Olympia. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, elle a gagné quoi? Elle a commencé à 14 ans, elle a remporté 23 titres du Grand Chelem, donc 7 Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open et 14 en double avec sa sœur Vénus. Qu'est-ce qu'elle est belle, la photo. Elle est magnifique, ouais. Donc ça, c'est sa fille Olympia, qui a 5 ans. Alors là, elle a envie d'arrêter, elle dit qu'elle va arrêter parce qu'elle veut aussi avoir un autre enfant. Voilà, elle veut avoir un autre enfant. Alors, elle s'est lancée dans le business aussi, elle a lancé un fonds d'investissement qui intervient notamment pour les innovateurs. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce... Elle est très belle, là, elle est très très belle. Magnifique. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on peut appeler, les Américains disent rôle modèle, quoi. C'est une femme vraiment qui est une espèce d'icône, qui a été d'ailleurs parfois à l'encontre des règles un petit peu, disons, de l'orthodoxie, des canons, l'orthodoxie sportive. Par exemple, à Roland Garros, elle avait eu des problèmes parce qu'elle était venue avec sa combinaison noire, qui n'était pas juste pour frimer, qui était parce que je crois qu'elle venait d'accoucher, donc elle avait des problèmes probablement de circulation, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Alors oui, elle a lancé aussi on voit, en fait, je me tourne, mais elle a lancé aussi, on le voit, comment dire, des livres pour enfants qui vont sortir dans pas longtemps d'ailleurs. Voilà. Donc elle est vraiment multicasquette. Oui. Et c'est quelqu'un qui est jeune, à 41 ans, mais qui se retire
et qui se retire parce qu'elle veut continuer à sa vie de famille, elle veut continuer à construire sa famille. Et elle relève d'ailleurs que si elle avait été un homme, elle ne se serait jamais posé ces questions-là, quoi. Voilà, mais elle doit se les poser parce que effectivement, c'est une femme et qu'elle a du mal à faire les deux à 41 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, Sonia? Je trouve que c'est une femme qui est très courageuse déjà, parce que ça n'a pas été simple pour elle, je pense, d'arriver à ce niveau. Elle a dû se battre. Il me semble même que sa première maternité a failli remettre en cause aussi sa carrière, parce que ça a été pendant 2 mois. Et puis reprendre le sport, ça n'a pas été simple. Donc je crois qu'elle donne un exemple effectivement de courage et puis de volonté de faire les choses et puis d'aller jusqu'au bout de ce en quoi elle croit. Donc je pense que c'est un bel exemple, en tout cas. Elle s'est donnée à fond dans ce qu'elle aimait. Et aujourd'hui, elle rebondit bien dans des choses qu'elle aime aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense que déjà qu'elle a une longévité extraordinaire, parce que rester au sommet comme ça aussi longtemps, c'est déjà remarquable. Oui. Donc ce rôle de modèle un peu pour d'autres filles, c'est déjà bien. Et puis c'est une femme, tout le monde dit que c'est une femme d'affaires absolument redoutable. Donc elle va se lancer dans une activité dans laquelle elle va exceller aussi. Et donc moi je trouve que c'est des horizons qui sont pas mal. Alors juste, je voudrais la citer dans une intervention qui rejoint un petit peu tes préoccupations en tant que parent, et puis toi aussi, en tant que parent d'élève, et toi en tant que femme et mère aussi. Donc elle dit qu'elle a été poussée par ses parents. Aujourd'hui, beaucoup de parents disent de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Elle dit, moi, c'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Je ne me suis pas rebellée en étant enfant. Je me suis jamais rebellée. J'ai travaillé dur et j'ai respecté les règles et j'ai suivi les règles. Je ne vais pas pousser Olympia. Je ne veux pas pousser Olympia dans le tennis ou dans quoi que ce soit d'autre. Je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais voilà, donc elle fait le lien entre ce qu'on pratique aujourd'hui dans les familles en disant oui, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Elle dit moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue, on m'a poussée et je me suis accrochée, j'ai respecté les règles. C'est vrai qu'on est un peu dans ça, là on est en train d'effleurer déjà le sujet sur l'éducation et le rôle de parents. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je pense qu'à l'époque c'était un peu ça. Je pense qu'à la Martinique aussi, on suivait un peu ce que nos parents nous disaient de faire. Donc je pense que il était difficile peut-être pour elle de se rebeller parce que et ça lui a porté chance finalement d'avoir suivi le parcours que lui ont tracé un peu ses parents. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement différent, où les enfants ont de nombreux exemples, de nombreux modèles, et ne sont pas forcément en accord avec les choix ou les souhaits de leurs parents. En fait, j'ai mal traduit. Elle dit une chose un peu différente. Elle dit « Let your kids do what they want. Well, that's not what got me where I am. » En fait, aujourd'hui, beaucoup de parents disent « Laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. » Mais elle dit « Moi, ça n'est pas ce qui m'a permis d'être qui je suis. » Donc, ce qui m'a permis d'être qui je suis, c'est qu'on m'a poussé, et que son père, notamment, il savait ce qu'il voulait faire de ses filles. Quoi. Donc, son père a poussé elle et l'a poussé elle et sa Après, c'est toujours à double tranchant, parce que si le choix ne plaît pas du tout à l'enfant, il va peut-être faire les choses à contre-cœur, il va se sentir mal, il ne va pas aimer ce qu'il fait, il va le faire, et pas convaincu du tout, et ça peut emmener à l'échec ou à la déprime. Donc c'est quoi la solution? Après, moi je pense qu'il faut, c'est toujours dans un dialogue, entre ce que les parents vous apportent et puis ce que l'on a en soi. Mais je pense que quelquefois, les parents peuvent être un peu directifs au début parce que quelquefois, ils n'ont pas encore tous les éléments, les enfants n'ont pas encore tous les éléments pour pouvoir choisir. Et même si après, ils doivent changer, moi, il me semble que les parents, c'est un peu illusoire. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose de dire à l'enfant « fais ce que tu as envie de faire » parce qu'il n'a pas tous les éléments lui permettant de choisir. Et moi, je pense qu'on peut être aussi un peu directif quand même. Oui. Je pense que c'est le rôle d'un parent aussi, d'être responsable par rapport à ses enfants, en tout cas de les accompagner, au mieux. On fait des choix de toute façon pour nos enfants. Au départ, on choisit l'école, on choisit
l'instruction religieuse, on choisit, voilà, on fait des choix au départ. Et après, effectivement, ils peuvent remettre en cause ces choix-là lorsqu'ils sont suffisamment, effectivement, responsables pour pouvoir à nouveau faire leur propre choix. Mais dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas que l'on arrive à une totale opposition entre les deux, parce que ça n'aboutit pas non plus à quelque chose de positif. Ils vont se braquer, il y aura... De même que dire, mettre des oppositions, comme dit telle profession, non, jamais, non, je crois que non, ça on peut... Les expériences justement d'échecs peuvent permettre aux parents de dire qu'il ne faut pas interdire à un enfant d'envisager de faire une profession. Et toi, ta mère t'a bien dit, pas fait passionner. Toi, t'as pas dit ça, t'as fait... Non. De ce côté-là, mes parents, on a discuté, parce que non, ils n'avaient pas de projection ciblée me concernant. Ok. Jingle, mot de femme. Alors, Daniel, on a parlé de tes différentes casquettes, ex-bâtonnière. Donc, tu es, en tant qu'avocat, tu as été aussi, en fait, tu es spécialiste de l'immobilier. C'est à ce titre-là qu'on t'a promue présidente du GIP? Non, je ne pense pas, parce que j'ai été aussi, pendant tout l'exercice, je me suis beaucoup occupée de matières patrimoniales et successorales. D'accord. Et par ailleurs, quand le bâtonnier Nicolas était en exercice, il m'a donné la responsabilité d'une commission, la commission indivision au sein du barreau, qui pendant 2 ans a beaucoup travaillé, a beaucoup fait de conférences publiques dans les mairies, qui chaque fois attiraient un public fou, et a beaucoup écrit aux parlementaires, au Premier ministre, au Président de la République. Et d'ailleurs, ça a été en amont de la loi Letchimy qui a permis une amélioration pour la sortie de l'indivision. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, pas seulement en tant que juriste, même si c'est une question qui m'intéresse, mais aussi en tant qu'amoureuse de l'histoire, parce que ça touche beaucoup à notre histoire, les questions d'indivision. Ça remonte assez loin. Il y a une explication quant à la propriété, à la filiation, et aussi les questions de comment ça se passe dans les familles. Et ça explique beaucoup les problèmes d'indivision actuels. Alors, précisément, en quels termes ça se pose? On entend donc, il y a eu la loi Letchimy. Est-ce que tu peux nous donner le contexte? En quels termes donc ce GIP STIM va intervenir, mais le problème de société peut-être qui est posé, et puis le problème économique, enfin le problème aussi entre les familles. Dans quels termes ça se pose? Alors, il faut bien comprendre les choses. Lorsque quelqu'un est propriétaire et qu'il décède, il transmet à ses héritiers son patrimoine, le patrimoine qu'il a acquis. Et pour pouvoir justifier de ce qu'on est propriétaire, lorsqu'on est héritier, il va falloir justifier qu'on a un titre de propriété et qu'on a ce qu'on appelle la filiation qui est établie. Et à ce niveau-là, on est confronté au niveau de l'histoire à 2 types de problèmes. La question du fait que les titres de propriété n'ont pas toujours été établis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles dans lesquelles il y a eu des documents de géomètre, c'est-à-dire que des personnes ont signé devant le géomètre un plan de partage, mais ils ne sont pas allés chez le notaire pour concrétiser que telle parcelle était à telle personne. Le titre de propriété. Il n'y a pas eu de titre de propriété. Et ça se fait sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'un tel, voilà ta part, un tel construit sur la parcelle qu'on lui a dit être la sienne. Mais 3 générations après, quand on veut faire autre chose, d'abord il y a une succession d'héritiers, et puis il y a eu, on veut peut-être vendre. Là, ça devient difficile parce que le notaire dit, mais je n'ai pas de titre de propriété. Ça, c'est le premier gros problème. Ensuite, sur la question même des héritiers, c'est en rapport avec la filiation. Et la filiation a évolué. Pendant un moment, les enfants adultérins n'avaient aucun droit, les enfants naturels en avaient moins, jusqu'à il y a à peu près une 45-50 ans, où les enfants étaient mis sur le même pied d'égalité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas eu de partage, et il y a eu des enfants qui sont naturels, les Ichdéro, comme on dit, qui peuvent revendiquer de faire partie de la succession, et ça bouscule les familles parce que ça fait des familles différentes. Et troisième difficulté, c'est que
pour régler les questions de succession, la loi, le Code civil dit qu'il faut l'unanimité. C'est-à-dire qu'on veut partager. Quelquefois, vous avez 4, 5, 6 personnes qui sont d'accord et puis il y en a un ou deux qui bloquent. Et les gens, pour eux, c'est compliqué d'aller devant le tribunal, d'engager des frais. Ça dure longtemps, parce que ça dure très très longtemps. Et le premier avantage de la loi Letchimy, c'est de dire que c'était la loi de la majorité. Ce n'était plus la loi de la... Et c'est vraiment une avancée extraordinaire, parce qu'on avait souvent des cas de dossiers qui étaient bloqués parce qu'il n'y avait pas l'unanimité. Et donc ça, la première avancée, la loi Letchimy, c'est une grande avancée sur ce point en disant qu'une majorité d'héritiers peut décider de vendre ou de partager, et que ça s'impose, et s'il y a un litige, ça va devant le tribunal, et le tribunal dit au notaire qu'il peut passer l'acte. Et là, le GIP qui vient d'être créé, c'est un groupement d'intérêt public, titrement est sorti de l'indivision. Avec l'État et la... L'État à égalité, l'État et la CTM, c'est pour donner des moyens aux gens de reconstituer leur titre de propriété et de permettre de faire les différents actes pour montrer quels sont les héritiers. Et donc, il y a un certain nombre de professionnels qui vont intervenir, les géomètres, généalogistes, pour arriver devant le notaire avec un dossier qui permette de sortir de l'indivision. Et si vraiment il y a un blocage, la loi Letchimy va s'appliquer, mais on aura le titre. Et donc c'est Parce qu'aujourd'hui la loi a du mal à s'appliquer. Parce que les notaires disent, les gens, la loi Letchimy dit, il y a une majorité qui est d'accord, vous pouvez vendre ou vous pouvez partager. Dans l'article de France Antilles, le représentant en fait, des notaires, hein, je crois que c'est Sébastien Trippé, qui dit c'est un jour historique quand vous avez signé, donc, parce que, voilà, en 4 ans, seule une succession a pu bénéficier de la loi. Alors, c'est pas tout à fait juste. Ce qui est dû dans l'article, en fait. C'est ce qui est dû dans l'article. Voilà, c'est pas lui qui le dit, d'ailleurs, c'est l'article qui le dit. C'est pas tout à fait juste, parce qu'il faut distinguer 2 cas. Il y a les actes, selon la loi Letchimy, qui sont passés devant le notaire, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas eu de contestation qui soit allée jusqu'au bout. Et puis, il y a les contestations qui donnent lieu à un jugement. Donc, il y a des actes qui ont été passés par le notaire, et puis il y a récemment, effectivement, il y a un jugement, parce que il a fallu suivre tout le processus. Passer l'acte, notifier l'acte à l'héritier qui n'était pas d'accord, aller devant le tribunal. Donc tout ça, ça prend du temps. La loi Letchimy, je signale que c'est janvier 2019. Hein. Donc c'est une loi qui a 3 ans et demi. Donc le temps de pouvoir, pour que les notaires puissent réunir tous les documents pour faire l'acte, pour notifier, pour attendre le délai d'opposition, plus l'opposition, plus le jugement, c'est normal qu'on ait les premières décisions maintenant. Dans cet article encore, donc, il semble, hein, tu vas peut-être confirmer ou infirmer, entre 40 et 50% du foncier privé serait bloqué à cause de ces problèmes d'indivision. Tout à fait. Tu vois, alors, on reçoit régulièrement des agricultrices, par exemple, les agriculteurs ou les agricultrices sont confrontés à cette histoire d'accès au foncier, mais une des raisons, c'est aussi ça. Tout à fait, parce qu'il y a des terrains qui sont pas cultivés, parce que effectivement les héritiers ne sont pas mis d'accord. Parce qu'il n'y a pas seulement les questions de désaccord. Quelquefois, les héritiers, ils sont dispersés dans le monde entier. C'est ça. Les Martiniquais, ils sont partout, hein, ils sont partout dans le monde. Et la procédure, il faut savoir qu'elle est lourde. Alors, quand vous devez délivrer, j'ai vu des successions où il y avait 70 personnes à convoquer devant le tribunal. Il faut aller les chercher aussi. Alors, mais même quand on les a trouvés, imaginez que vous avez, je sais pas moi, vous avez 30 personnes en Martinique, 20 personnes sur le territoire métropolitain, et puis vous avez d'autres personnes qui sont en Australie, au Japon, etc. Ça coûte une fortune de pouvoir délivrer tous ces actes-là. Et les gens, quelquefois, ils sont bloqués par ça. Donc en fait, ce GIP va aussi, financièrement voilà, donner les ressources aux familles. Absolument. Les familles il y a beaucoup de familles, on a l'impression que c'est source de beaucoup de cancans hein, dans les familles. Alors, j'appelle pas ça des cancans. J'appelle pas ça des cancans parce que c'est des blessures. Lorsqu'il y a des blocages,
pour l'avoir expérimenté. Vous avez les gens bloquent parce que, je prends un exemple tout simple. Quand vous avez, je parlais tout à l'heure des enfants dehors, les enfants qui considèrent qu'il y a eu une inégalité de traitement entre la famille légitime et la famille naturelle. Ils bloquent parce qu'ils disent, au moins là, en ce moment, on sait que j'existe. Oui. C'est pas un cancan. Ça veut dire qu'ils expriment une souffrance qu'ils ont. Moi, j'ai vu des gens qui avaient 60 ans pleurer dans mon cabinet en parlant de choses qui s'étaient passées dans leur enfance, mais qui étaient toujours là. Et c'est pour ça que l'un des moyens, c'est la médiation, pour pouvoir arriver à débloquer, parce que pour permettre aux gens d'exprimer. Parce que quelquefois, la famille, les autres en face disent « mais j'avais jamais compris que tu ressentais ça ». Oui. Et donc la médiation permet de débloquer des situations et d'arriver donc après à une solution d'apaisement. Je pense à d'autres types de situations. Mais effectivement, il y a des souffrances qui s'expriment. Là, on fait le lien, donc on parle de famille, là, on continue. On est tout à fait dans... On est au cœur, en plein sujet, là. Oui. Mais du point de vue des parents d'élèves que tu représentes aujourd'hui, donc à l'UPEM, on est à la rentrée, on entend les enseignants parler effectivement des moyens qui manquent, etc. Aujourd'hui, comment se posent les problématiques autour des enfants, telles que l'UPEM poserait à cette rentrée 2022? Il y a toujours des interrogations à chaque rentrée, parce que on s'attend toujours à ce qu'il manque des enseignants, il manque des transports, il manque des... il a manqué des transports aussi d'ailleurs. Voilà. Le jour de la rentrée, il a manqué des transports, les problèmes de cantine, les problèmes... il y a toujours des problèmes qui se posent à la rentrée scolaire, souvent les mêmes. Et donc, les parents sont toujours un peu dans une forme d'appréhension, un petit peu de ce qui va se passer, comment la rentrée va se dérouler. Et donc, les associations de parents d'élèves sont là pour effectivement accompagner les parents pour trouver des solutions et puis surtout exprimer les questions qui peuvent se poser. Alors après, du point de vue de l'enfant lui-même, c'est aussi les interrogations de l'enfant qui, voilà, comme tout enfant, comment ça va se passer, j'ai peur de la maîtresse, j'ai peur de ceci, c'est une nouvelle classe. Voilà, il y a aussi des interrogations qui se posent. Après, je crois que ce n'est qu'une rentrée scolaire, comme il y en aura chaque année. Donc, mais sur le fond, en fait, il y a un thème qui est apparu ces dernières semaines, ces derniers mois. On avait reçu d'ailleurs André Lucrèce ici. C'est le thème de la déparentalisation. C'est vrai que on parlait de Serena Williams avec son éducation stricte, etc. Aujourd'hui, être parent d'élève, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez promouvoir à l'UPEM? Parce qu'on a l'impression que, voilà, on dit mais les enfants sont libres. Donc parents, c'est quoi? Aujourd'hui, être parent d'élève, c'est quoi? C'est laisser l'école faire ce qu'elle a à faire avec les enfants dans un cadre qui est le cadre de l'éducation nationale. C'est mettre son nez dedans. C'est comment on négocie ça et... C'est le rôle, enfin, au niveau de l'UPEM, notre rôle aussi, c'est d'amener les parents à être responsables. À être responsables de leur fonction de parents. On a mis un enfant au monde, il faut s'en occuper, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut faire des sacrifices. On ne peut pas avoir la même vie quand on n'a pas d'enfant que lorsqu'on en a. Et puis, c'est aussi amener les parents à être acteurs aussi au sein du milieu scolaire. C'est pas que le rôle des enseignants. L'enfant n'est pas l'enfant de l'enseignant. Et puis, l'école n'est pas une garderie, c'est un lieu d'apprentissage. Donc, faire entendre aux parents qu'ils ont aussi un rôle à jouer, pas seulement un rôle de critique, ça ne va pas, professeur comme ça, etc., mais aussi un rôle de collaborateurs. Ils sont partenaires aussi de l'école. Est-ce que toi, parce que toi, tu évolues donc à l'UPEM, tu es membre de l'UPEM depuis très 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 longtemps, est-ce que tu as vu une évolution de l'exercice de la parentalité? Je fais juste une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un que je connais qui est enseignant, qui dit « Moi, pas qu'à aller à une réunion » et puis ses parents d'élèves là, parce que ça, moi, les ouais, il n'y a pas qu'à venir. Ça, moi, les ouais, il n'y a pas qu'à venir. C'est-à-dire que les parents d'élèves qui viennent, c'est les parents d'élèves qui sont là, qui sont aux côtés de leurs enfants, et ceux qu'ils voudraient voir, qui sont effectivement éloignés, ils ne les voient pas. Est-ce que tu as vu l'évolution? Est-ce qu'il y a une évolution, oui ou non? C'est vrai que du temps de notre enfance, l'école, c'était avait une fonction sacrée.
hors de question qu'on manque de respect, que voilà, quel que soit ce que vous aviez fait à l'école, l'école avait toujours raison. Aujourd'hui, les parents ont un regard un petit peu plus, je veux dire, voilà, plus critique, plus réprobateur à l'égard justement des enseignants. Et il est force de constater effectivement que souvent les enfants qui peuvent poser problème à l'école, c'est pas forcément ces parents-là qu'on verra. Voilà, moi, je l'ai expérimenté dans l'exercice professionnel parce que j'étais l'avocat du rectorat. Et lorsqu'un enseignant ou un directeur ou un principal est agressé et qu'il y a une procédure, donc je représentais en partie civile. Et donc ça venait donc devant le juge des enfants puisque c'était des mineurs. Et d'abord le premier constat, c'était qu'il y avait rarement les deux parents. Rarement, très rarement. Et c'est souvent la maman. Et quelquefois, quand on voyait le parent ou on entendait le parent, on comprenait comment l'enfant avait eu ce comportement-là. Parce que c'est vrai qu'il y avait un réel déficit même de la notion même d'éducation. Tout à fait. Oui, c'est pas forcément les parents qui ont des enfants qui posent. Peut-être parce qu'eux aussi, ils ont été en difficulté aussi avec l'école. Ils n'ont pas un rapport positif avec l'école de par leur propre scolarité. Et puis aussi parce que souvent ce sont des parents qui ont les mêmes, qu'on a souvent convoqués, à qui on a souvent dit les mêmes choses et qui n'ont pas trouvé de solution, alors qu'ils n'ont pas été peut-être aidés à trouver des solutions. Et ils savent ce qu'on va leur dire, donc ils n'ont pas envie. Ils sont découragés. Ils sont déjà découragés, puis ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils savent qu'on va leur répéter les mêmes choses. Mais ils viennent à l'UPEM vous voir quand même, ces parents? Alors, on essaie de les faire venir, mais là aussi, ce sont les parents qui ont le moins de problèmes qu'on voit dans les associations. C'est eux qui viennent dans les réunions parce que c'est eux qui s'intéressent au parcours scolaire de leurs enfants. Et puis, on essaie de convaincre aussi les parents, qu'on va dire, entre guillemets, démissionnaires, que ce n'est pas fuir les responsabilités qui va amener une solution, mais qu'il y a peut-être des structures qui peuvent les aider à trouver des moyens de faire autrement. Parce que moi j'entends, c'est vrai qu'on parle, sur ce plateau, on a souvent abordé la question de l'état de notre société, on a parlé de la violence, on parle de la jeunesse, etc. Mais voilà, c'est notre responsabilité à tous, et c'est la responsabilité de parents, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression, moi j'ai l'impression que soit les enseignants se retrouvent sur le banc des accusés, soit l'État se retrouve sur le banc des accusés, soit les politiques se retrouvent sur le banc des accusés. J'entends rarement qu'on parle des parents et de notre rôle de parents. Et du citoyen. Alors je mets les pieds dans le plat, excusez-moi, et du citoyen, mais nous sommes des parents citoyens. Donc j'entends que, mais comment on fait ça? Comment il faut poser cette question-là? Comment la poser, cette question-là? Parce que c'est vraiment, sans aller, il y a les démissionnaires, il y a ceux effectivement qui ont une mauvaise expérience, effectivement, donc il y a à s'interroger sur comment on les fait venir, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a en jeu? Ce sont les enfants, c'est la réussite des enfants. Et donc c'est l'avenir d'un pays. L'avenir d'un pays, mais l'avenir de ces enfants-là aussi, qu'ils soient heureux. Pardon. Donc, oui, c'est voilà, c'est le nœud. L'adage de l'UPEM, c'est Divini Peia, c'est Divini Ishnu, ou bien Divini Ishnu, c'est Divini Peia. Mais qui m'a d'autres qu'à faire, alors? Justement, c'est un... Je crois beaucoup au maillage associatif. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'il faut arrêter d'accuser l'autre, mais de voir, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, au niveau où je suis. Et la notion d'engagement de chacun, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose qu'on peut faire. Je prends par exemple la question au niveau des enfants. Moi, j'ai été frappée, aussi bien à la Martinique, mais ailleurs, quand je vois des films, lorsque on essaie d'intéresser les enfants pour leur permettre d'aller dans un processus où ils peuvent avoir confiance en eux. Je prends un exemple, c'est les exercices d'éloquence, puisque nous, que ce soit au barreau en tant qu'avocate, ou bien à titre personnel dans les associations où je suis, c'est un levier qui est un levier important. Donc,
partout, c'est possible dans une école, mais c'est possible aussi à une association qui va venir à l'école, qui va proposer cela. Et donc, il faut multiplier les expériences. Il n'y a pas une voie, mais je pense qu'il faut que les citoyens s'engagent pour pouvoir permettre aussi bien aux parents, aux enseignants qu'aux élèves à trouver différents moyens de reprendre une espèce de respiration pour pouvoir avoir confiance en eux et puis reprendre reprendre conscience de la notion d'engagement et de responsabilité. Quand on prend certains textes d'auteurs ou bien de personnes qui marquent, ça les frappe beaucoup et ça leur fait prendre conscience. Et même si sur une quarantaine, il y en a peut-être que 4, c'est déjà ça. Et si on multiplie, moi je crois qu'il faut pas baisser les bras, mais qu'il faut s'engager. Mais Sonia ne baisse pas les bras. Ça fait des décennies qu'elle milite. Il faut d'autres personnes. Et puis nous aussi, on essaie de le faire là, en attirant l'attention effectivement sur notre responsabilité. Oui, on fait des interventions dans les écoles. Il y a du personnel au sein des écoles aussi. Il y a des psychologues scolaires, il y a des assistantes sociales, il y a l'infirmière qui est là. Il y a du personnel au sein des établissements, il y a du personnel aussi dans d'autres structures qui accompagnent. Mais c'est vrai que le fait de discuter, parce que quand on fait les réunions de parents à la rentrée, le fait de discuter comme ça, juste avec un parent qui viendra vous dire, ben oui, mais si maman a capable, il en fait, tous les matins son combat, puis aller à l'école, il ne va jamais machin, mais toujours en Rita, etc. Le simple fait que, comme ça, de commencer une discussion, si on a un peu d'expérience, on peut effectivement amener ce parent-là à rejoindre l'association parce que c'est le lieu pour discuter, échanger et puis lui apporter aussi des conseils qui vont l'aider. Mais là encore, on revient à ce qu'on disait sur Serena, et puis on revient aussi à une discussion qu'on a eue aussi dernièrement sur ce plateau-là. On a l'impression, dans ce que tu viens de dire, que les parents, parfois, ils sont un peu démunis, on parle d'être parents d'élèves, parents d'élèves, ils sont un peu démunis face, si tu veux, à cette exigence de la société, à la liberté, à laisser faire aussi, tu vois, finalement, et au fait qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, pour la plupart. Ils savent ce qu'ils ont à faire, d'être un petit peu peut-être autoritaire, guidé. Et c'est difficile, il y a des moments, effectivement, mais il faut leur dire qu'il faut qu'ils assument, quoi. C'est pour ça que vous, en tant qu'association, vous êtes à leur côté, parce que soit tu prends le cancan avec ton enfant, pour parler de façon tout à fait triviale, tu as des ados à la maison, tu leur dis, écoute, 23h, là, c'est pas possible, il faut que tu ailles te coucher, mais soit tu es prêt à prendre le cancan avec, je reprends mon terme, excuse-moi, avec l'enfant pour lui dire, mais demain tu te réveilles, il faut que tu ailles à l'école, sinon tu seras fatigué. Mais à un moment, tu es obligé de faire face. Sinon, tu lâches l'affaire en disant, mon Dieu, je suis fatiguée, je vais travailler. C'est ça. Parce qu'avant, on avait une éducation qui était verticale. Les parents disaient, et puis les enfants, là, on a quelque chose voilà, parce que il faut faire face aussi aux réseaux sociaux, il faut faire face aux écrans, il faut faire face aux clips, aux vidéos, à tout ça passe dans la communication. Voilà. Les parents aussi doivent pouvoir être armés contre ça. Quand vous avez des enfants qui manipulent un portable bien plus que le parent lui-même, le parent n'a pas de maîtrise, si le parent accepte de donner le portable dernier cri à son enfant parce que il faut lui faire plaisir, machin, etc. Si je ne lui donne pas, il va se faire... Et que cet enfant, il maîtrise un outil que vous-même, vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Et il sera soumis à des images, il sera soumis à des échanges. Et après, on perd un peu le contrôle parce qu'on n'a aucune visibilité. On peut dire aussi aux parents, ils ne maîtrisent pas, mais par exemple, on peut dire à la maison, il n'y a plus d'écran, quel qu'il soit, à partir de telle heure. Absolument. Et donc ça, c'est déjà aussi donner une discipline. Et c'est vrai que le gamin, il ne sera pas content. Mais ça, on lui rend service. En lui mettant des limites, on lui rend service. Parce que et ça rentre dans ce que tu dis, dans le rôle du parent. C'est-à-dire que si... chez vous, vous ne dites pas effectivement à l'enfant, à 19h, tu me donnes le portable. Il y a des parents qui disent, oui, je lui dis de fermer, mais la nuit, il se réveille, il ouvre. Je leur dis, mais prenez le portable, mettez-le dans votre chambre, et puis il n'y a plus accès. Il faut que les parents arrivent à instaurer aussi mais ça, c'est l'enjeu de ces années, non? Des règles dans leur propre foyer. C'est un des enjeux, ça. C'est-à-dire la liberté, jusqu'où je mets des règles, comment je les fais respecter. Ça a toujours été ça, mais avant, on était effectivement dans un système un peu plus à la... Il y avait moins
l'intervenant, William. il y avait moins de facteurs extérieurs. Il y avait moins de facteurs extérieurs aussi, on était sujet à moins de. Il y a une question que je voudrais te poser. J'ai entendu la rectrice et puis quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus de quelle association, dire qu'en Martinique, ils avaient constaté une explosion du nombre d'enfants atteints de handicap. Parce qu'ils disaient qu'il y avait du personnel, mais que le problème, il n'y avait pas assez de personnel parce que le nombre d'enfants atteints de handicap avait beaucoup augmenté. Et alors moi, je suis restée un peu sidérée parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce que le nombre a augmenté ou bien est-ce qu'ils sont signalés beaucoup plus qu'auparavant? Parce qu'avant, il y avait effectivement des enfants qui n'étaient pas signalés du tout. Bon, on considérait ici, parce qu'ils bougent beaucoup, bien les enfants disent, c'est pas lire, voilà. Donc aujourd'hui, les signalements se font beaucoup plus tôt. Ils se font dès l'entrée en maternelle, parfois même depuis la crèche, on a déjà constaté que. Et puis il y a des structures qui existent, la MDPH, etc. Et puis il y a du personnel aussi dans les établissements qui permettent de diagnostiquer et puis de repérer très tôt les enfants qui sont qui sont en difficulté. Et donc le nombre augmente. Nous, en tant qu'enseignants référents, nous étions il y a 10 ans, nous étions une dizaine. Aujourd'hui, on est 23 parce que le nombre d'enfants augmente de plus en plus. Et et le personnel ne suit pas, forcément. Parce qu'on est par rapport aux normes métropolitaines beaucoup plus. Le nombre est beaucoup plus élevé, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Voilà. J'étais très étonnée parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et il est probable aussi, on a aussi entendu dire, le post-confinement s'est accompagné aussi du diagnostic d'enfants qui étaient un peu plus agités aussi. Et je suppose qu'on n'a pas fini de voir aussi les conséquences de cela, et puis aussi l'usage des réseaux, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de problèmes de concentration chez les jeunes enfants. Alors, est-ce que c'est lié chlordécone, machin, etc. On parle aussi d'incidences de ce type. Mais c'est vrai que l'on constate qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont agités, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes d'élocution, qui parlent très tard, etc. Est-ce que c'est le fait aussi qu'ils soient moins stimulés? Parce qu'avant qu'on le veuille ou non, la stimulation se faisait par les jouets, aussi. Les enfants ne jouent plus avec des les enfants sont très tôt sur les écrans, donc ils ont beaucoup moins de stimulation par la vie, par la vie quotidienne. Et donc forcément, ça a des incidences plus tard. Et puis aussi la communication, aussi, parce qu'on a maintes fois eu l'occasion de le dire ici, il n'y a pas que les enfants qui soient sur les réseaux. Les parents ils marchent, ils sont sur le téléphone, l'enfant est derrière, il suit. Donc il n'y a pas de communication. Donc c'est notre responsabilité à tous. Vous savez qu'on a presque fini, mesdames. C'est vrai, ça passe vite le temps. Ça passe vite, parce qu'on on veut parler de plein de choses, on a parlé du GIP, on a parlé des parents d'élèves, on n'a pas parlé des étudiants. Comment vous accompagnez les étudiants, du coup? C'est un petit peu la nouvelle option, mais qui devient officielle, parce que l'UPEM avait pour but aussi déjà d'accompagner un petit peu les étudiants, mais c'est pas officiel. Aujourd'hui, il y a aussi les problématiques des étudiants qu'il faut prendre en compte, les problèmes de logement, les problèmes de départ, d'installation, les problèmes aussi après les études. Et donc, on voudrait qu'ils aient une instance pour qu'ils soient entendus. Parce qu'il n'y a pas de statut d'étudiant. Ils ont des associations un peu d'étudiants sur le campus, mais on aurait voulu qu'ils aient des représentants aussi dans des instances. Voilà. Donc, que ça s'organise un peu mieux parce qu'ils ont... J'entendais ce matin encore des parents qui rouspétaient sur des logements proposés, des problèmes de caution, etc. Et les parents, ils vont faire des coups de gueule à la radio. Vous siégez dans certaines institutions qui sont... Oui, l'UPEM, déjà au sein des établissements scolaires, on est dans les conseils de parents d'élèves, les conseils d'école, les conseils de discipline, puisqu'on est au conseil d'administration, donc on a toutes les instances. Et puis, on a des représentants aussi au niveau du CEN. Enfin, il y a quand même des associations. Vous êtes l'association majoritaire? Oui. Voilà. Oui, tant mieux. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé, Sonia? Why? Elle s'attendait à ma question. J'aime pas quand les gens s'attendent. Même pas. Même pas, mais je me suis un petit peu doutée parce que j'ai écouté une des émissions. C'est la question qui tue, mais c'est mieux quand les gens sont pas préparés. C'est impossible. Non, je dirais qu'il y a... globalement, trois hommes qui m'ont impressionné, mais pour les mêmes raisons
Oui. Donc mon frère aîné, Qui s'appelle qui s'appelait Jean-Claude parce qu'il est décédé voilà, à 47 ans, mais voilà, qui était que j'aimais beaucoup parce que c'était un homme de conviction. C'est-à-dire qu'il avait voilà, des idées, il était très imposant physiquement, mais aussi quand il avait des idées, il s'est battu jusqu'au bout pour affirmer ses idées. Bon, il est décédé relativement jeune. Je dirais le deuxième, ça a été Mona. Un peu pour les mêmes raisons, parce que c'est quelqu'un qui a sacrifié beaucoup de choses, parce qu'il croyait en ce qu'il voulait dire. Il y avait des messages à passer. Il est allé jusqu'au bout. Et la petite anecdote avec Mona, j'étais très jeune, j'étais étudiante, et j'étais d'ailleurs avec mon frère qui est décédé, et nous étions allés à un concert de Mona, et comme mon frère était dans la musique, il avait accès aux loges, et donc il était dans la loge avec Mona, avec sa grouillée de personnes, il y a du monde partout. Et là, il me présente à Mona, et impressionné parce que moi, je voyais Mona de près pour la première fois. Et sur la table, il y avait une espèce de faitout, de 40 minutes de thé. Et Mona me dit, vous êtes médité, tu m'as. Je lui dis oui. Et il ne trouvait pas de timbale, de gobelet. Et là, il a pris le couvercle de la cocotte minute, il a mis du thé dedans, il tenait ça d'un côté, moi de l'autre, toute jeune, et je buvais au couvercle de la cocotte minute face à Mona. L'image m'est restée. Il n'y avait pas de Covid à l'époque, donc c'était parfait. Donc on a bu le thé ensemble dans la cocotte minute. C'est une image extraordinaire qui m'est restée. Et puis le troisième, ça a été un des papes, là, Jean-Paul II, qui m'a aussi marqué par son... Alors j'ai eu la chance de croiser les trois derniers physiquement, de les voir et voilà, les approcher physiquement, mais Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui m'a marqué par justement, c'est un pape très politique. Voilà. À l'heure du décès de Gorbatchev, il a joué un rôle non négligeable dans ce qui s'est passé à l'Est. Qui est allé jusqu'au bout, qui n'a pas abandonné, qui n'a pas renoncé. C'est un peu cet aspect des choses-là. Aller jusqu'au bout de son combat, quand on y croit, quand on pense que c'est un bon combat, ne pas renoncer. À ses convictions. Voilà. Attention avec la main, oui, parce qu'on ne t'entend pas. Ouais, c'est un peu ça. C'est David, oui, David. Pardon. Daniel, quel est l'homme ou les hommes Non, l'homme. Alors, c'est vrai que, comme j'ai vu l'émission, donc je savais que tu allais me poser la question. Et donc, moi, c'est Nelson Mandela. Parce que déjà, quand j'étais militante et comme j'étais jeune, j'ai participé à beaucoup de manifestations pour sa libération et anti-apartheid, que ce soit à Paris ou en Martinique. Je suis allée voir quand le CERMAC a fait venir, après le massacre de Soweto, a fait venir une troupe sud-africaine. Donc ça, il a baigné quand même une grande partie de ma jeunesse. Et puis quand il a, je veux dire, cet homme qui est arrivé à sublimer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de haine après qu'il ait été libéré, qu'il soit devenu. Je trouvais que pour nos pays, c'était un exemple aussi qui nous donnait une grande leçon de politique et d'humanité. Donc c'est un homme pour qui je relis régulièrement ce qu'il écrit. C'est un homme qui continue jusqu'à présent absolument. C'est des hommes de conviction, des hommes qui se sont battus. Nos grands hommes. Voilà. Jingle, le mot de la femme. Parce qu'il faut finir. Voilà, dans cette émission, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, quelques secondes. Le mot de la fin, le mot de la forme, ce serait quoi, Sonia? On n'a pas tout dit, mais on a parlé de plein de choses. Souhaiter que les familles soient unies dans ce pays, unies autour de l'éducation, mais aussi autour des problèmes, justement, d'héritage, que la famille reprenne le sens de ce qu'elle a toujours eu à la Martinique, c'est-à-dire la force pour le devenir de ce pays. Et la relation. Moi, j'ai envie de dire, engageons-nous, ouvrons-nous, ne restons pas repliés sur nous-mêmes. Ce pays, c'est notre pays. Chacun a sa petite pierre à mettre à l'édifice. Et ayons confiance, mais pour cela, engageons-nous. Voilà, ce sera la famille et engagement. Ce sont les deux mots de la fin. Merci Daniel, merci Sonia d'être venue. Merci Barbara, merci Daniel. Et puis merci à vous de nous suivre. J'avais l'intention de vous remercier, téléspectateurs et téléspectatrices, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, et sur toutes les plateformes du câble. Donc il y a Orange, il y a Canal, SFR, il y a la TNT. Donc merci, continuez. Puis merci à toute l'équipe de Zitata. À bientôt. Femme. Femme.